Bonjour et bienvenue pour ce live qui clôture notre semaine spéciale autour des mini-reportages. Vous avez été nombreux à partager des mini-reportages du monde entier. Du Mexique avec la production de poulques, au Congo avec l'agriculture urbaine à Kinshasa, en passant par l'Inde avec par exemple le marché bio de Bombay. Vos enquêtes illustrent parfaitement la diversité de l'agroécologie. On a à la fois des pratiques culturelles, des modes de production, des politiques publiques. Par exemple, le cas de ce mini-reportage en Suisse et avec une future votation sur l'interdiction totale des pesticides à l'horizon 2028. Aujourd'hui, pour commenter certaines enquêtes, nous avons Julien, Robin et Margot, ainsi que Stéphane de Tourdonnet. Et Sarah Clerquin, donc, qui va animer ce débat. Donc Sarah, avec qui vous avez été en interaction, qui coordonne toute la partie TIS de ce MOOC. Comme d'habitude, vous pouvez suivre et interagir en direct sur Twitter avec le hashtag MOOCAE. Voilà. Donc je passe la parole à Robin qui va nous présenter une enquête sur les vignes enherbées dans le Vaucluse. Alors peut-être juste avant de laisser la parole à Robin, juste vous dire, voilà, on a choisi 3 enquêtes parmi toutes celles qu'a évoquées Sarah. C'est un choix complètement subjectif. En fait, on a demandé aux étudiants, à ceux qui le souhaitaient, de choisir une enquête qui leur plaisait, une enquête qui les interpellait. Et donc aujourd'hui, comme finalement toute la semaine, c'est vous qui avez fourni le matériau de formation, vous l'avez échangé, vous avez construit ces enquêtes, vous avez pu les échanger et vous former à travers ça. Eh bien, on n'a pas invité aujourd'hui des enseignants experts de la thématique, mais des étudiants qui, comme vous, se forment à l'agroécologie et vont pouvoir finalement vous mettre en avant certaines enquêtes qu'ils ont aimées et puis nous partager finalement ce pourquoi ils l'ont aimé. D'accord. Donc voilà, Robin, Julien et Margot feront cet exercice avec nous. Donc là maintenant, je passe la parole à Robin. Bonjour à tous. Alors pour ma part, je vais vous présenter une première enquête qui a été réalisée par, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Monsieur De Geldre, qui a interviewé un agriculteur et plus particulièrement un viticulteur dans le village du Barou qui se situe dans le Vaucluse. Donc pour rappeler le contexte, c'est une enquête sur le thème de l'enherbement dans les vignobles au niveau des rangs en dessous des vignes. Et la question qu'il a essayé à chercher, c'est comprendre pourquoi cette pratique est peu adoptée sur le territoire. Donc, pour rappel, l'enherbement sous les vignes, c'est une nouvelle pratique qui est vue comme une alternative à l'utilisation de pesticides et d'herbicides. Donc, un désherbage sans produits phytosanitaires. Donc, lors de cette enquête, il propose 4 questions à l'agriculteur, à savoir pourquoi cette pratique est peu utilisée dans le Vaucluse. Deuxième question, quels en sont les avantages? Troisième question, quels en sont les risques potentiels qui inhèrent à une telle pratique? Et finalement, il se pose la question de comment réaliser cette pratique avec succès. Donc pour la première question, il s'agit d'un constat en fait d'une étude de l'Agreste qui explique que peu de surfaces viticoles sont enherbées dans le Vaucluse par rapport à d'autres domaines viticoles comme en Alsace ou alors dans le Bordelais. Et donc là où sont réalisés prépondéralement des désherbages mécaniques. Donc là, il explique que dans notre région, c'est en fait dû au climat. On est donc en zone sèche et à peine 18% du vignoble languedocien utilise cette technique de couverture. Donc qui vise plus particulièrement à enlever les traitements liés au botrytis, à la pourriture grise. Donc pour les avantages, ils sont assez classiques, on les rappelle, c'est limiter l'érosion et le ruissellement, diminuer l'emploi d'herbicides, diminuer la sensibilité à la pourriture grise, le botrytis, et améliorer la portance du sol pour favoriser les entrées des machines sur les parcelles, ainsi que évidemment de favoriser la biodiversité. Donc les risques que l'agriculteur a expliqué, c'est que ça peut entraîner un stress hydrique. Donc notamment, c'est déconseillé pour les gens qui viennent de s'installer et qui ont des parcelles où les vignes sont jeunes et où les systèmes racinaires sont peu développés, et on pourrait avoir une concurrence entre le couvert qui a été mis en place et la vigne. Et deuxième critère pour déconseiller cette pratique, c'est aussi les sols superficiels où, étant donné qu'il n'y a plus de surface, on aura aussi potentiellement cette concurrence qui n'est pas recherchée. Finalement, on en vient au succès de cette pratique. Comment y arriver de manière
utile et utile. Donc en fait, c'est conseillé de le faire au début sur un rang sur deux et plutôt que de laisser un couvert naturel, de le semer. Alors on sème avec quoi? Un mélange d'espèces pour que l'enherbement soit mixte, à la fois des graminées et des légumineuses. Donc pour obtenir les bienfaits des deux variétés, des deux familles. Donc avec par exemple pour les graminées dures et gras, qui augmentent la portance du sol, et pour les légumineuses, de la luzerne par exemple, qui favorisent les échanges au niveau du sol avec plus de développement des mycorhizes et une augmentation de l'activité biologique du sol et des micro-organismes. En plus de ça, on peut ajouter que créer un couvert, c'est aussi apporter une nouvelle source à des futurs auxiliaires et à un large cortège de pollinisateurs donc, qui augmentent la biodiversité et qui permettent d'apporter un bénéfice à la parcelle. Et finalement, il conclut en se demandant pourquoi cette pratique n'est pas utilisée, mais aussi est-ce qu'il n'y a pas en fait de meilleures pratiques à implanter localement dans le Vaucluse, puisqu'on n'a pas cette problématique moins cette problématique d'humidité avec le botrytis. Merci beaucoup Robin pour cette présentation. Donc bien sûr, après vous pouvez retrouver l'enquête, le mini-reportage en détail. J'avais juste une question à te poser. Finalement, qu'est-ce qui t'a plu? Enfin, pourquoi tu as choisi cette enquête? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette enquête? Déjà, on sait que le secteur de la vigne, c'est quand même un secteur qui utilise beaucoup de produits phytosanitaires pour soigner les graines en prévention et aussi pour réalise beaucoup de traitements. Donc c'est quand même une bonne chose de se dire qu'il faut maintenant utiliser la nature pour essayer de diminuer les quantités de produits qu'on apporte sur les parcelles. Et la couverture, c'est quelque chose que on voit souvent les vignobles qui sont très jolis avec des interrants où il n'y a rien et pas d'herbe et que des vignes qui sont droites, toutes les unes identiques aux autres. Et en fait, l'idée, ça serait plus de couvrir le sol. Ça serait peut-être moins joli, mais ça serait plus utile biologiquement et ça apporterait plus de bénéfices. Moins joli, il faut voir. Hein. Je trouve qu'il y a des... Ça peut être joli aussi, un sol couvert. Enfin, c'est vrai que quand on se promène, on voit effectivement ces changements d'aspect des vignobles. Enfin, on le voit effectivement plus en Champagne ou dans le Bordelais, mais également, l'autre jour, je voyais un vignoble avec de la févrole, un rang sur deux en interrang. C'est un côté esthétique, je trouve, qui est assez joli, non? Moi, je trouve ça joli, c'est vrai, mais après, dans l'idée de peut-être des agriculteurs un peu plus âgés, on va dire, qui ont plus de pratique, ils sont habitués à avoir leur vignoble comme il est et avoir des petites fleurs qui poussent, c'est peut-être pas forcément leur idée de la vigne. Ouais, tu vois, c'est vrai. Ouais. Et puis aussi, je pense que ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est on voit aussi que effectivement la question les viticulteurs effectivement ont toujours été attachés à la question du terroir. Et en même temps, on sent que peut-être qu'ils n'ont pas été suffisamment, dans certains cas, pas suffisamment attentifs à la question du sol. Avec ce que tu disais au début, la question de l'érosion. Et puis là, voilà, cette couverture du sol, de prendre soin du sol par rapport à la vigne, même si la vigne est bien sûr une culture qui n'a pas l'exigence d'autres cultures par rapport à la qualité des sols. En même temps, on voit renaître effectivement chez les viticulteurs cette attention au sol. Et de ce point de vue-là, l'enherbement est aussi une manière de le traduire. Ouais. Oui, c'est sûr. Souvent, on s'attarde plus à la plante et on pense aux échanges que la plante doit avoir et à ce qu'il faut lui apporter pour qu'elle produise, mais on oublie parfois le sol, qui est évidemment une composante essentielle pour la production de qualité et de quantité. Très bien, merci Robin pour cette analyse. On passe à Julien et Margot pour finir. Du coup, on va passer pour un autre exemple. Donc, juste avant de te passer la parole, il y a deux petites choses que j'avais notées. Excuse-moi, Julien, je te laisse. Si, ça doit marcher. Par rapport à ce que tu disais, Robin, parce que finalement, la première question de cette enquête, c'est pourquoi cette pratique n'est pas plus adoptée. Et ça, je pense que c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on va voir, que l'on va développer dans la séquence suivante, la séquence 5 sur la transition agroécologique. Ça va être aussi un des éléments. Donc ça, je vous invite enfin, on va découvrir ça ensemble dans la suite du MOOC. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que
à travers cette enquête, mais à travers aussi l'enquête que va présenter Julien et puis celle de Margot, ça illustre aussi la mise en œuvre opérationnelle, celle qu'on a vue dans la séquence 3 sur 4 exemples. Ben là, on la voit effectivement sur les vignes enherbées et donc sur le semi-direct sous couvert. Donc là, je te laisse la parole maintenant, Julien. Merci. Donc bonjour à tous. Moi j'ai choisi l'enquête qui a été réalisée par Com Géroudet sur vis-à-vis d'un agriculteur en Côte d'Or qui s'appelle Benoît Lavier, qui est associé avec son frère et qui exploite une superficie de 300 hectares, donc en grande culture. Et eux, ils pratiquent le semi sous couvert végétal sur l'ensemble de leur exploitation. Donc ils ont créé ce système 3 ans après leur installation. Pourquoi ils ont créé ce système? C'est parce que ils n'étaient pas convaincus de l'intérêt agronomique des TCS. Donc TCS, c'est des techniques culturelles simplifiées qui pour eux travaillaient encore trop le sol. Donc ils ont implanté ce système de semis sous couvert. Donc la création de ce système, elle se fait sur la base d'observations et d'interrogations sur une composante qui revient naturellement dans les discussions maintenant vis-à-vis de l'agroécologie, c'est le sol qui rebaser une production sur le sol et non plus seulement sur la plante et ce qu'on a apporté à la plante. Donc pour moi, c'était une enquête qui était vraiment très intéressante du fait que j'envisage d'ici une dizaine d'années de m'installer dans une exploitation agricole et l'exploitation que je devrais reprendre ne correspond pas encore à ce que moi je veux faire comme agriculture et qui est encore un peu trop conventionnelle à mon goût. Et des études comme ça, enfin des enquêtes comme ça et des exemples d'agriculteurs qui ont réussi à certains projets tels que le semi sous couvert comme je vous l'ai présenté sont réellement très intéressantes pour moi. Merci Julien pour cette présentation. Alors, je vais commencer par ta dernière phrase. Tu dis voilà, tu envisages de t'installer et tu n'as pas envie de continuer exactement comme c'est aujourd'hui. Pourquoi tu veux faire différemment? Pourquoi tu veux t'embêter l'existence? C'est une bonne question. Peut-être par un souci d'éthique, dans un premier temps, puisque je pense que beaucoup d'agriculteurs encore aujourd'hui font comme leurs parents faisaient il y a de ça une trentaine d'années, et on voit bien les résultats que ça a eu sur l'environnement aujourd'hui, les problèmes de la pollution d'eau. Moi je viens de la Beauce, la pollution de la nappe par les nitrates, c'est quand même quelque chose de très important. Après, je pense que des systèmes comme ça peuvent être un levier à l'amélioration de l'agriculture en France. Et je pense qu'effectivement, des jeunes comme toi aussi sont des leviers pour le changement, parce que on le voit beaucoup dans l'agroécologie, à la fois effectivement des jeunes agriculteurs qui reprennent et qui se posent des questions par rapport à nos parents faisaient comme ça, est-ce qu'on peut faire différemment, ou aussi des gens pas issus du milieu agricole qui veulent faire différemment. Effectivement, ce sont des ferments très intéressants pour imaginer comment faire autrement. Et puis c'est vrai aussi le fait que tu viennes de la Beauce. La Beauce, c'est quand même une des régions qui a été championne, j'allais dire, de la modernisation agricole. C'est-à-dire que c'est là qu'on a des niveaux de rendement les plus élevés en France, qui a une technicité très forte des agriculteurs de la Beauce. Donc il y a à la fois tout ce savoir-faire qui a été acquis et qui a fait que effectivement les rendements ont pu augmenter. Mais comme tu le dis, au prix d'un certain nombre d'impacts environnementaux sur la nappe de Beauce, par exemple, ou sur la disparition de l'élevage aussi, ou sur des choses qui ont marqué le territoire finalement, et de se dire effectivement comment ce modèle-là, si on enlève le pétrole, si on enlève les pesticides, etc., risque d'avoir... Si on enlève tout ça, à mon avis, il n'y aura plus d'agriculture en Beauce. J'ai pas regardé les études récentes sur la qualité des sols, mais ça reste toujours des sols très fertiles, mais qui, à mon avis, ont des taux de matière organique très très faibles. Et oui, aujourd'hui, il y a des rendements à 100 quintaux en blé à peu près partout en Beauce. Bon, peut-être un chouïa moins comme l'année dernière, mais oui, ça risque d'être un gros problème dans les années à venir. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ton analyse et ta réflexion, c'est que
parfois on dit finalement l'agroécologie c'est un petit peu réservé aux zones marginales, c'est-à-dire aux zones où on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas avoir des grands rendements, où il y a déjà une certaine biodiversité, donc il n'y a pas trop de risques à faire l'agroécologie. Et en même temps, je pense que justement, et on voit des exemples aussi sur des zones au contraire qui sont très productives et qui ont un potentiel de production très élevé. Comment imaginer effectivement de garder ce potentiel-là, mais de le faire complètement différemment avec, comme tu le disais, de ce point de vue-là, effectivement, le semi-direct sous couvert est un exemple intéressant pour les céréaliculteurs. Oui, je suis d'accord, mais enfin, après, on va revenir sur le cas de la Beauce. De tous les agriculteurs qu'il y a autour de chez moi, c'est pas encore entré dans les mœurs et ça risque pas de rentrer tout de suite. Enfin, clairement, oui. Enfin, la Beauce, ça s'appelle pas le grenier de la France pour rien. C'était une des régions majeures vis-à-vis de l'intensification et aujourd'hui, arriver à faire changer les méthodes culturales, ça risque de poser beaucoup de problèmes. Parce qu'en soi, enfin, ils ont un système qui marche pour l'instant. Parce que le prix du pétrole n'est pas encore trop cher, les rendements sont importants, le prix des céréales, même s'il a diminué ces dernières années, reste cohérent avec ce qu'ils font. Mais si on part sur une augmentation du prix du pétrole, donc une augmentation du prix de tous les intrants, une diminution du prix certainement qui va arriver des céréales ou de toute culture présente, ça risque réellement de poser un problème un jour. Ça c'est... Ouais, non, mais tu as raison et en même temps, là aussi, je vous renvoie à la séquence suivante parce que la question, non mais c'est vrai, la question de la transition, parce que la Beauce, c'est aussi, c'est vrai que c'est une agriculture qui est très performante, mais en même temps qui est performante aussi parce qu'il y a des aides publiques qui permettent voilà, qui soutiennent la production. Et on le verra, ces aides publiques sont aussi un levier très fort qui permettent d'orienter la production. Et effectivement, comme tu dis, aujourd'hui, tant qu'on gagne sa vie en faisant comme ça, il n'y a pas de raison de prendre des risques supplémentaires, j'allais dire, du point de vue de l'agriculteur, sauf par rapport à ce que tu disais sur des questions d'éthique ou de recherche personnelle. Mais on peut voir aussi que dans ces régions-là, finalement, d'arriver à trouver des leviers de politique publique, et puis, mais pas que simplement de politique publique, également de développement local, c'est-à-dire de groupes ou de coopératives ou de CETA, etc., qui vont porter des visions un peu plus innovantes de l'agriculture et essayer de réfléchir à ce que pourrait être cette agriculture de demain. Ça va être des leviers qui je pense, vont être très importants. Oui, je suis totalement d'accord avec vous, mais enfin, il y a déjà certaines choses qui sont faites sur des associations de culture, par exemple. Moi, j'ai en tête la SCAEL qui a mis en place certaines choses vis-à-vis du colza associé, et j'ai oublié l'autre plante qui était avec elle, mais enfin, oui, c'est un début, mais c'est seulement un début. Donc tu seras un artisan de la suite de l'histoire. Sarah, tu veux? Oui, on avait une question sur Fun. Alors, c'est à la fois à Stéphane et à Julien, et, si vous avez la réponse. Donc, de Béchaban, existe-t-il des alternatives à l'utilisation du glyphosate en agriculture de conservation et sous couvert? Je sais que c'est une question un petit peu polémique, l'utilisation du glyphosate. Vous pouvez faire un joker. Ah non, surtout pas. Mais Julien, je te laisse. Non, la question c'est, du coup, est-ce que tu imagines sur ton installation, parce qu'effectivement, alors juste pour clarifier les fondements de cette question, à partir du moment où on ne travaille plus le sol, on n'a plus le moyen mécanique de lutter contre les adventices. D'accord ? Donc quand on fait du semi-direct sous couvert, on sème directement sans aucun travail du sol et en laissant les résidus de culture, la litière qui est en place, ou même parfois on peut semer directement à travers une plante de couverture qui est déjà en place. Et c'est vrai que il y a eu quelques vidéos, notamment dans la séquence 2 sur l'agriculture de conservation. Donc ça, je vous renvoie à ça. L'agriculture de conservation, effectivement, c'est cette agriculture qui est fondée sur une diminution, voire une élimination totale du travail du sol. Le fait de ne plus avoir ces moyens mécaniques de lutter contre les mauvaises herbes fait que c'est effectivement une des solutions de se dire, bon, on ne fait plus de labour, mais on fait un glyphosate systématique pour détruire les mauvaises herbes, le glyphosate étant un herbicide très performant du point de vue réduction des mauvaises herbes pour ça, mais qui a des impacts et qui notamment qu'on retrouve dans beaucoup de nappes phréatiques et qui pose un problème de pollution assez important aujourd'hui, et puis de santé publique plus globalement.
Et donc, effectivement, on a souvent, et on voit à travers le monde, des endroits où se développe l'agriculture de conservation, une réduction comme ça du labour, du coup, une augmentation de l'usage de glyphosate dans ce type d'agriculture. Donc, comment tu imagines les choses, Julien? C'est pas une question facile à laquelle je vais répondre. Enfin, si je vais y répondre, mais c'est vraiment pas facile de trouver une réponse sans choquer certains et en restant un minimum correct. On est là pour débattre en même temps. Oui, je suis d'accord. Après, moi je pars du principe que si un couvert il est fait correctement, normalement il n'y a pas de développement d'adventice. Un couvert qui est installé à la bonne date, juste avant une pluie, qui se développe rapidement, il recouvre le sol et les adventices n'auront pas le temps de pousser. Mais ça c'est dans un cas idéal. Et on sait très bien qu'en agriculture, les cas idéaux, ça n'existe pas. Du coup, est-ce que des alternatives à l'utilisation... toujours pas facile de répondre. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen de le réduire. Il y a certains leviers d'action qui peuvent être mis en œuvre, mais se passer aujourd'hui du glyphosate totalement, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Non, mais c'est, je pense que je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est une réponse effectivement honnête par rapport à ça. Et je pense que ce qui est important, c'est que ton choix, c'est pas le semi-direct, c'est le semi-direct sous couvert. Et l'enjeu, effectivement, le choix de celui qui a fait l'enquête, mais c'est quelque chose de vraiment important parce que il y a des tas de pays où on fait du semi-direct, et notamment en Amérique du Sud, sans utilisation de couvert. Et que c'est dans ces systèmes-là que l'on voit effectivement la plus grande dépendance au glyphosate. Et comme tu le disais, Julien, le fait d'utiliser un couvert, c'est un levier biologique pour étouffer les mauvaises herbes et pour se permettre justement de limiter l'usage de glyphosate par rapport à ça. En même temps, le fait de mettre un couvert, il faut aussi détruire ce couvert. D'accord ? Et certains couverts peuvent se détruire de manière mécanique et pour d'autres couverts, effectivement, on le détruit avec du glyphosate. Donc, comme tu dis, parfois, c'est difficile de s'en passer. En même temps, je pense que l'enjeu, c'est effectivement comment réduire et comment imaginer des systèmes qui demain permettront de s'en passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je partage ton point de vue, c'est que dire on arrête le glyphosate complètement, ce type d'agriculture risque d'être difficile à mettre en œuvre, mais en même temps, le fait de diminuer l'usage d'herbicides et d'imaginer des systèmes, d'inventer pour demain pouvoir s'en passer, je pense que c'est un enjeu qui est vraiment intéressant. Merci beaucoup Julien et Stéphane pour vos interactions sur l'agriculture de conservation et le semi-direct. On va peut-être passer maintenant à l'enquête de Margot. Est-ce que tu vois bien l'écran ? Sauf que c'est pas Margot qui a fait l'enquête, mais... Pardon, commentaire de Margot de l'enquête qu'elle va nous présenter tout de suite et qui me semble aussi très intéressante. Bonjour, moi je vais vous présenter le mini-reportage de Julie Quillet qui a interrogé Céline, qui travaille à l'INRA et qui s'est investie dans un café associatif qui est à Mirecourt, dans les Vosges, qui est géré par des bénévoles. Il est ouvert depuis 1 an et il s'appelle l'Utopique. Et donc, elle a voulu un peu plus parler du côté agroécologie, agroalimentaire de ce café, parce qu'il touche plein d'aspects sociaux. Mais l'agroécologie dans ce café est très intéressant. C'est un lieu d'échange qui permet des rencontres entre les producteurs et puis les consommateurs, donc entre tous les acteurs de l'agroécologie. Pour l'instant, ils font des conférences, des brunchs pour découvrir des variétés peu connues de légumes, etc. Ils espèrent pouvoir bientôt offrir plus d'activités. Et je trouvais cette enquête très intéressante, d'abord parce que j'adore le côté convivialité, bonne humeur du café. Il était à la base vraiment ouvert pour ça, pour remettre de la bonne humeur un petit peu. Et parce qu'il a été ouvert dans un contexte difficile. Et puis je le trouvais intéressant parce que c'est un mini-reportage qui n'est pas sur la production et les pratiques culturelles comme on peut le voir. Alors je suis d'accord, c'est des côtés très très importants, mais là l'objectif c'est de faire des consommateurs de vrais acteurs de l'agroécologie, qui soient informés, qui soient actifs, que ça les rende responsables. Et je trouve ça intéressant parce qu'en effet, sans le consommateur, la transition agroécologique, ça va être difficile parce que
parce que si le consommateur ne change pas sa façon de consommer, les agriculteurs n'auront aucune motivation à changer leur manière de cultiver pour l'instant. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette enquête. Merci, effectivement. Donc ça illustre aussi effectivement la diversité des enquêtes et voilà une diversité qu'on a voulu dans la manière dont on a construit le cadre avec Sarah et avec toute l'équipe pour vous permettre effectivement de faire émerger pas simplement des systèmes de production mais également toutes ces initiatives citoyennes qui sont intéressantes du point de vue de l'agroécologie. Et c'est vrai que ce que tu dis, Margot, je pense est très important et puis bien sûr ce qui est relaté dans l'enquête, sur cette mise en contact entre le producteur et le consommateur. Donc on en parle depuis des années, notamment à travers les circuits courts, à travers les marchés, qui sont des lieux effectivement d'échange, etc. Mais c'est vrai que les cafés, on en parle. Enfin, c'est quand tu m'en as parlé l'autre jour, tu dis tiens oui, c'est vrai que c'est une bonne idée, mais on n'en parle pas beaucoup. Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse à titre personnel ou alors je ne vais pas te demander si tu as un pilier de bar, mais qu'est-ce qui fait que le café pour toi est un lieu vraiment intéressant ou complémentaire d'autres lieux comme les marchés ou la vente à la ferme ou ce genre de choses? En effet, c'est assez personnel, je pense, parce que Julien disait que dans une dizaine d'années, il voudrait ouvrir son exploitation. Moi, je me dis que quand j'aurai fait un travail et que j'en aurai marre ou quelque chose comme ça, ou que j'aurai envie de changer, j'adorerais ouvrir un salon de thé, quelque chose de sympathique, ou une boulangerie. Enfin, voilà, le côté très français des boulangeries, ça m'attire beaucoup. Et je trouve que les salons de thé, les cafés, les boulangeries qui sont bien faites et dans lesquelles on se sent bien, c'est vraiment surtout dans des villages, c'est vraiment des endroits où les gens se rencontrent et où, oui, c'est un lieu d'échange. Et comme le marché d'ailleurs, mais ici, c'est un autre moment de la journée où on va pouvoir échanger et se rencontrer. Et le but de ce café, en plus, ce serait de pouvoir ensuite grandir et offrir de nouvelles activités, de pouvoir offrir la possibilité d'acheter dans le café des produits locaux, possiblement bio et tout ça. Donc voilà, je trouve ça intéressant. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit émerger aussi beaucoup dans des villes des initiatives qui sont intéressantes, c'est-à-dire que finalement les AMAP par exemple ont été un des précurseurs de cette reconnexion entre la production et l'alimentation, mais on le voit et là aussi je fais un peu de la pub, mais je renvoie à la séquence 5 parce qu'on va y revenir sur à la fois voilà le rôle qu'ont joué les AMAP et en même temps, comme on voit aujourd'hui, une diversification, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle unique de reconnexion entre la production et l'alimentation, il y a plein de manières de faire et effectivement ce que tu dis sur les cafés, sur cette mixité, sur retrouver des lieux de convivialité où on peut vraiment mettre ça en débat et puis acheter des choses et puis combiner finalement plusieurs choses, un petit peu comme les épiceries d'avant et quelque chose je trouve, qui était vraiment intéressant. Mais il y a aussi le fait que ça paraît être une échelle toute petite, c'est un petit café dans un petit village dans les Vosges, voilà. Mais c'est quand même un début de transition. Et puis quand on regarde, il y a certaines villes où c'est déjà quelque chose de très développé. Alors ils vont pas forcément mettre en avant une agriculture biologique, mais par exemple à Toulouse, il y a énormément de lieux de rencontres et d'échanges comme ça. Et ça s'est développé de manière exponentielle. Et donc, pourquoi pas avec celui-là, j'y crois tout à fait. Ouais, non, mais ça, c'est... Et puis, c'est aussi je pense que c'est aussi ça l'esprit de l'agroécologie. C'est-à-dire que c'est effectivement la transformation de l'agriculture, de la production, de la commercialisation, de la consommation, de l'alimentation telle qu'on l'imagine, ça ne va pas forcément venir d'en haut, ça va venir aussi par rapport à des initiatives à la fois de producteurs, à la fois de consommateurs, à la fois de lieux comme ça qui vont, une fois, enfin, en se mettant en réseau, en se mettant en cohérence par rapport à une vision partagée, etc., va pouvoir vraiment porter une alternative et une autre manière de voir la société. Et je voudrais aussi revenir à ce que tu disais en introduction sur le fait que cette connexion entre la production et l'alimentation, c'est un levier clé de la transition agroécologique. Ça, c'est évident. Il y a effectivement ce que disait Julien sur toutes les réflexions que portent les producteurs eux-mêmes sur c'est quoi mon métier,
c'est quoi l'éthique de mon métier, quel est mon rapport à la nature et à l'environnement, etc. Et que ça, c'est un moteur très puissant aussi. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sont engagés dans des pratiques agroécologiques avec cette réflexion-là et que j'ai rencontrés dans mon activité de chercheur et qui disent mais j'ai changé de métier et c'est fabuleux et je redécouvre l'agronomie, etc., etc. Donc il y a, je pense, un moteur qui est très puissant aussi du côté de la production à imaginer une autre façon de faire de l'agriculture. Mais ce que tu dis, Margot, aussi, c'est vrai de la part des consommateurs, finalement, de découvrir une autre façon de consommer, de redécouvrir le goût des tomates des variétés anciennes ou de certaines choses qu'on a oubliées, et que ça, notamment à la fois dans les lieux urbains, mais également dans les villages, comme tu le disais, ça peut être quelque chose de très important pour justement cette transition agroécologique. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sarah? Non, rien du tout. Non, il n'y a pas une enquête très intéressante. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Non, donc en ligne. on va clôturer ce live. Il nous restait 1 minute, on est juste dans les temps. Donc je vous remercie à tous pour votre participation et ces très belles enquêtes que vous avez présentées et tes questions, Stéphane. Pour nous, on se retrouve pour le prochain live. Donc c'est mercredi prochain à 12h30. Donc sur le live de la séquence 5 sur la transition agroécologique, qui nous réserve de belles surprises. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.